Bon, je sais que ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas vu, mais merde, un nouveau film Alien, ça valait bien le coup que je revienne pour en parler, non? Je suis allé le voir Day One, oui, hein, j'ai pas pu résister, pas dans le but de sortir une vidéo le plus vite possible, histoire d'être le premier tocard qui donne son avis sur YouTube, dans le but d'engranger un maximum de vues. Non, je suis allé le voir Day One parce que je suis un immense fan de la saga Alien, et quand je parle de saga, je m'arrête aux deux premiers films. Les autres sont au mieux passables, au pire, ils sont à balancer au fond des chiottes. Mon impatience était très grande après l'annonce de sa mise en chantier, et elle était encore plus quand j'ai su que c'était Fede Alvarez qui serait aux commandes. Non mais c'est bon là, on va pas recommencer, hein. Dans une vidéo, oui c'est drôle, dans deux, non, c'est un peu trop là quand même. Alors qu'est-ce qu'il vaut cet Alien Romulus? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est le meilleur depuis le 2. Donc mon classement c'est numéro 1, Alien 2, numéro 2, Alien, et numéro 3, Alien Romulus. Voilà, allez, salut à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon d'accord, on va développer un peu. Et oui, Aliens le retour est meilleur que le premier film, tout simplement parce que tout chef-d'œuvre qu'il est, chose que je ne conteste pas du tout, il n'empêche que dans son dernier acte, je finis par m'ennuyer. Voir Ripley faire des allers-retours sans cesse dans les couloirs du Nostromo pour enclencher l'alarme, récupérer le chat, annuler l'alarme, et bah au bout du 30e visionnage, c'est redondant. Ça fonctionne quand on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais quand on sait qu'il ne va absolument rien se passer jusqu'à la séquence finale dans la navette, on trouve le temps long quand même. Alors que pour Aliens, la dernière partie est une pure recette cameronienne, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, tout s'enchaîne sans nous laisser le temps de respirer, dès l'instant où les xénos entrent par le toit de la station. Il m'arrive même d'écouter dans ma bagnole le morceau de James Horner Futile Escape, tout en prenant pour Ripley au volant de son véhicule qui part à la rescousse des Marines piégés dans le nid. Oui, oui, j'en suis là. Alien Romulus se situe donc entre le premier et le deuxième film, 20 ans après le premier exactement. Nous y suivons un groupe de jeunes ouvriers qui souhaitent quitter leur planète minière coûte que coûte, sur laquelle ils n'ont encore jamais vu le soleil en raison de la grande quantité de pollution atmosphérique. Ils découvrent qu'une immense station abandonnée se trouve non loin dans l'espace. Ils s'y rendent dans le but de voler les caissons d'hypersommeil, ce qui leur permettra de se mettre en stase jusqu'à la prochaine galaxie. Seulement voilà, à l'intérieur rien ne se passe comme prévu. Il s'agit en fait d'une station Weyland dans laquelle ont été menées des expériences sur le xénomorphe du premier film, récupéré des années auparavant près de l'épave du Nostromo. Le résultat ne se fait pas attendre, hein. Cris, pleurs, acides, bave et viols buccaux seront nos prochaines attractions pendant 2 heures. Car oui, si le premier film était un pur film de cinéma, avec de la mise en scène travaillée, des plans cadrés au poil de cul, une photographie parfaite, une mise en valeur des décors exceptionnels, tout ça, et si le deuxième film était un film de guerre bourrin, tendance survival, avec des gros bras qui tirent dans tous les sens et qui finissent par repartir avec leur bite sous le bras façon Predator, eh bien Alien Romulus, lui, est un énorme train fantôme qui, une fois lancé après son exposition, ne s'arrête jamais, ne redescend jamais et ne laisse à aucun moment son spectateur respirer. En fait, avant d'être un film Alien, il s'agit d'abord d'un film de Fede Alvarez. Et ce que nous avons ici, c'est un Evil Dead mélangé à un Don't Breath, avec des xénomorphes qui remplacent les démons et le vieil aveugle, ainsi que des facehuggers qui remplacent son chien. Personnellement, j'ai adoré Evil Dead et Don't Breath. La qualité est la même selon moi avec Alien Romulus. Fede Alvarez est un grand fan d'Alien à la base et ça se voit dans son film. Il met tout son savoir-faire pour rendre hommage de la meilleure des manières aux créatures de Giger, mais aussi à l'univers qui gravite tout autour. Le problème est qu'il faut aller voir ce film avec cette idée en tête. Dites-vous que vous allez voir le dernier film de Fede Alvarez et n'espérez pas une redite du premier film, vous serez forcément déçu. Ce qui vous décevra en premier, c'est le casting. En 3 mots, nul à chier. On a le cahier des charges imposé par Disney, donc sur tout le groupe, il y a 2 blancs. La première, c'est l'héroïne, hein. Bon bah, c'est déjà ça. Et le deuxième, c'est le petit connard de service avec une grande gueule, à qui t'as juste envie de filer un bourre-pif pour qu'il la boucle. Le reste, c'est noir, asiatique, latino, tout ça. Bon bah, on a l'habitude quoi. Mais si encore ils avaient le charisme de Parker dans Alien, ou bien de Mac dans Predator, je dis pas. Mais là, on a les individus les plus passe-partout et fades du cinéma qu'on trouve dans toutes les productions de l'ère du temps. Parce que c'est mal vu, les personnages avec du caractère de nos jours, il faut que rien ne dépasse. Des gens qu'on oublie direct une heure après les avoir vus, ils sont tellement inintéressants et on se fout tellement de leur sort que je ne saurais même plus vous dire leur nom dans le film. Même l'héroïne, j'ai zappé son nom directement après ma sortie du ciné. Alors que le personnage de Brett dans Alien m'a tout de suite attiré la sympathie. Harry Dean Stanton est une tronche du cinéma, un visage qu'on n'oublie pas, on sent qu'il y a du vécu derrière lui, son physique nous raconte son histoire, sa voix, sa gestuelle, on est instantanément pris de sympathie pour lui, et c'est ça qui rend sa mort si atroce.
Sans être graphique, rien que voir ce sympathique petit bonhomme peu sûr de lui se faire éclater la tête et emmener dans les conduits, ça provoque de la tristesse en nous et du choc. Dans Romulus, au contraire, on attend impatiemment le moment où ils vont enfin se faire bouffer, histoire de voir le roi des monstres à l'œuvre. Mais, est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant? Vous vous souvenez de tous les noms des personnages d'Evil Dead? De Don't Breath? Dans ce dernier, ils ne sont que 3, et je ne me souviens d'aucun de leurs noms. Pourtant, Don't Breath est un putain de bon film. Pourquoi? Parce que Fede Alvarez est un génie de la mise en scène, et par-dessus tout, il est extrêmement généreux avec son public. Il s'agit sans conteste de l'alien le plus violent graphiquement de toute la saga. Comme dans ses précédentes réalisations, le réalisateur ne ménage pas ses personnages, et il leur fait tout endurer, à croire qu'on lui a imposé ce cahier des charges, et que du coup, il se venge en leur faisant subir les pires tourments. Il sait installer une ambiance très anxiogène également. D'entrée de jeu, il nous plonge dans l'espace, et chose essentielle que beaucoup semblent avoir compris depuis Gravity, il n'y a aucun son. Bah oui, dans l'espace, personne ne nous entendra crier parce qu'il n'y a aucun son qui se propage. Hein? C'est compris les débilos prépubères fans de Star Wars bouffeurs de McDo? Donc oui, le film démarre sur le vide stellaire avec l'arrivée très bien faite d'un vaisseau qui fait son apparition en masquant les étoiles comme une grosse tache noire sur l'écran et qui se dévoile entièrement après un mouvement de caméra. Là déjà, on sent le côté artiste du réalisateur qui n'est pas en manque d'imagination pour créer ses plans. Bien au contraire, hein, chacun d'eux est bourré de bonnes idées, notamment toute la dernière partie avec les anneaux de la planète, mais j'en dis pas plus. Ensuite, il est capable en à peine 5 minutes de nous pondre tout un lore autour de la franchise, et je crois que c'est la première fois qu'on voit une planète colonisée à grande échelle par Weyland dans la franchise Alien. Bordel que c'est magnifique. On se croirait dans Blade Runner, dans cette ville minière crasseuse, de nuit. C'est glauque, humide, poisseux, sale, ça grouille de vie, de passants, des aéronefs qui décollent, qui se posent, il y a des engins de chantier, et en arrière-plan, un processeur atmosphérique tel celui qu'on voit dans le deuxième film. Rien que là, bah, demi-molle. Merci monsieur le réalisateur. Et malheureusement, tout ce beau panorama est pour ainsi dire un peu gâché par l'arrivée du casting. On a donc une bande de gamins qui échafaudent leur plan pour se barrer de là. L'héroïne dont les parents sont morts, qui ne veut pas abandonner son androïde, qu'elle considère comme son frère. La fille enceinte qui ne veut pas perdre son bébé, le connard dont les parents sont morts à cause d'un androïde et qui maintenant en veut à tous les androïdes du monde. Bref, ça déborde de mélodramatique d'entrée de jeu pour nous faire prendre empathie pour les personnages dès le début du film. Et ça a le don de m'énerver parce que ça provoque exactement le contraire sur moi. Putain, mais fais comme dans le premier film. Présente-moi tes personnages autour d'une table, rapidement. Ne me dis rien sur eux, sur leur vie personnelle dont je me fous complètement. Ce sont des inconnus. Est-ce que vous vous souciez de la vie de tous les inconnus que vous croisez dans la rue? Non! J'ai pas eu besoin de connaître tous les petits malheurs de Brett, et pourtant j'ai développé 100 fois plus de sympathie pour lui en 5 minutes que pour tous les personnages de ce film réunis. Au lieu de me raconter leur vie de merde, mets-les rapidement dans la situation périlleuse du film, et nous allons voir comment chacun agit pour savoir si oui ou non on va sympathiser pour eux. Je vais même te dire, il y a même plus de chances pour qu'on se prenne d'empathie pour eux si on ne sait rien d'eux, plutôt que de nous forcer à être empathique pour eux, parce que si on ne l'est pas, on est un méchant gros vilain fasciste. Bah oui, ces pauvres gens qui veulent absolument passer la frontière de leur planète pour aller dans un meilleur système, loin du leur qui leur offre des conditions de vie horribles. Sauf que dites-vous une chose, hein, les habitants du système où vous allez, ils voudront peut-être pas de vous, hein. Vous avez réfléchi à ça? Bref, je m'égare, on prend donc notre mal en patience à écouter tous ces tocards palabrer sur leur minable existence, et on se retrouve enfin sur la station abandonnée. Et là on y est! On se retrouve dans Alien! Et j'irai même plus loin, on se retrouve dans une adaptation du jeu Alien Isolation. C'est clairement le meilleur jeu tiré de la franchise, je l'ai poncé dans tous les sens, et croyez-moi, le décor de cette station, c'est le décor de la station du jeu. J'ai oublié d'en parler, mais c'est très important. Tous les ordinateurs, les écrans, les claviers, les sons électroniques, ce sont exactement les mêmes que ceux du premier film. Fede Alvarez a respecté ce côté old school, et qu'est-ce que ça fait du bien comparé aux purges insensées que sont Prometheus et Covenant, qui utilisent une technologie bien plus avancée, à coup de hologrammes, écran tactile, alors que ça se passe avant le premier Alien. Bref, va te faire foutre Ridley. Fede Alvarez est un gamer, et ça se sent dans tout son film. Il a également du Dead Space, du Prey, le jeu, hein, pas le film de merde avec le Tipeee. Donc si on peut trouver l'intro un peu longue, quand les emmerdes arrivent, là, on en prend vraiment plein la gueule. La première scène d'attaque des facehuggers est ahurissante de tension, les personnages n'ont aucune échappatoire, aucun répit, ça arrive dans tous les sens, les bestioles n'ont jamais été autant des petites saloperies que dans ce film, et elles sont très bien exploitées. J'irais même jusqu'à dire qu'elles sont mieux exploitées que le Xeno lui-même, et qu'elle lui vole un peu la vedette. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si c'est un facehugger qui est représenté sur l'affiche ciné. À partir de ce moment-là, le rythme ne redescend jamais, plus de discussions sur la vie personnelle des personnages, pas de David qui apprend à Walter à jouer de la flûte, ou qui fait des discours ésotériques sur la chute de l'Empire romain, sur la vie après la mort. Non, là c'est juste meurtre, mort, détruire, et point barre. De plus, Fede Alvarez iconise le xénomorphe et lui rend ses lettres de noblesse. Il n'avait pas été aussi bien filmé et mis en scène que depuis le premier.
il a préféré utiliser des animatroniques pour le représenter, et ça fonctionne à merveille. Les CGI ne viennent que pour renforcer les déplacements pour le rendre plus réaliste. Sa première apparition est jouissive. Déjà, sa sortie de poitrine est l'une des plus dégueulasses de la saga, si ce n'est la plus dégueulasse. Et pour la première fois, nous le voyons grandir. Autant vous dire que le concept de Giger est très bien respecté, c'est-à-dire la sexualisation des bestioles. On voit en gros plan un facehugger tenter d'entrer son engin dans la bouche d'un des persos, et pour la mue, l'espèce de cocon dans lequel il prend exactement la forme d'un énorme vagin. Il y a donc ce côté très dérangeant à pointer à Giger. Fede Alvarez fait donc preuve d'un immense respect pour toutes les œuvres qui en découlent. À tel point qu'on le sent un peu trop fan, le gars, et il a un peu trop envie de le montrer. Pourquoi mettre autant de rêves dans ton film ? On les a tous vus, les films. Pas besoin de mettre carrément des lignes de texte entières dedans. Je préfère homme artificiel mais c'est personnel. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Ou bien évidemment le ne la touche pas, sale pute. Ça ne sert à rien de les placer dans ton film, parce que tu les places dans des contextes qui ne s'y prêtent pas du tout. Surtout le ne la touche pas, sale pute. Il arrive à un moment où il n'a strictement rien à faire, prononcé par le personnage le plus prude du film, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre sur toute la durée. D'ailleurs, parmi tous les personnages, c'est celui-là que je préfère. Il interprète l'androïde, et c'est l'acteur qui s'en sort le mieux, car il doit incarner deux rôles différents, tantôt naïf et incrédule, tantôt inquiétant, et je trouve qu'il s'en sort très bien dans sa gestuelle, ses répliques et ses expressions faciales. Il est dommage aussi que le réalisateur ait voulu caser les 4 premiers films, ainsi que Prometheus et Covenant dans son film, pour en faire un gros best-of. Ça donne lieu à des incohérences d'enchaînement, comme le fait qu'on se retrouve en face de plusieurs xénomorphes d'un seul coup, alors qu'on en avait qu'un seul jusqu'à la moitié du film. C'est dommage parce que la partie où il est tout seul est vraiment géniale. On retrouve le prédateur intelligent, calculateur et implacable du premier film, et du jeu Alien Isolation. Il va par exemple attendre qu'un personnage se fasse ouvrir une porte, au lieu de le bouffer tout de suite, histoire de pouvoir avoir ses potes également. Ça n'est pas le simple animal du deuxième volet par exemple. Et je trouve dommage également que pour pouvoir enchaîner rapidement tout ça, Fede Alvarez use de facilité un peu trop grossière, comme par exemple à un moment ils doivent annuler la gravité. Ah bah ça tombe bien, il y a un bouton pour annuler la gravité juste sur le mur à 30 cm de moi. Oh bah c'est génial dis donc. Ou bien on est dans un ascenseur qui monte. Ah mais merde, je dois aller chercher mon pote qui est en bas. Bah c'est pas grave, je mets stop sur l'ascenseur. Ah bah il y a une échelle juste à côté, qui a même pas de porte devant. Bah c'est trop génial, je peux la prendre directement. Ce sont des détails mais ça fait chier quand même. J'en ai entendu dire que c'est un film sans surprise. Moi la fin m'a quand même bien surpris. Et pour le coup on tombe dans l'horreur pure et dure, digne de la fin d'Evil Dead, ou même la fin de Rec. J'en dirai pas plus, mais disons que je pense que Fede Alvarez a voulu mettre une grosse baffe à Jean-Pierre Jeunet. Il est arrivé haut la main. Non mais vraiment, n'emmenez pas vos gosses voir ce film. J'ai pas parlé de la musique. Bon bah c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à en dire en fait. Pour conclure, je vous conseille ce film si vous êtes fan d'Alien, si vous aimez les films d'horreur dans l'espace, si vous aimez les films d'horreur tout court. C'est un très bon film, sans prétention, sans discours métaphysique de merde, sans super-héros ou super-héroïne. Ici, tout le monde en prend plein la gueule, et livré à soi-même dans un environnement infernal et sans pitié. J'avais peur que l'héroïne nous fasse une redite du film Prey, en fracassant du xéno, du cyborg du haut de ses 50 kilos. Eh bien non, elle est aussi vulnérable que les autres, elle a besoin des autres pour s'en sortir, et elle est tout aussi malmenée. J'ai d'ailleurs bien apprécié l'actrice, on n'atteindra jamais la légendaire Sigourney Weaver, et on l'oubliera très vite après ce film, mais il reste qu'elle fait très bien le taf. Voilà, on peut la garder elle et l'androïde. Tout le reste on peut le balancer. Je ressors donc satisfait de ma séance, je sais pourquoi j'ai payé, et j'ai eu ce pourquoi j'ai payé, ça n'est pas dépourvu de défauts, mais les immenses qualités d'à côté me font pardonner ces défauts, et c'est pourquoi je le classe comme 3e meilleur Alien. Voilà pour cette critique d'Alien Romulus, je suis content de vous avoir retrouvé, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!